Ce chapitre présente un autre type interne, le tuple, et ensuite montre comment les listes, les dictionnaires et les tuples fonctionnent ensemble. Je présente également une fonctionnalité utile pour les listes d'arguments de longueur variable, c'est-à-dire les opérateurs de regroupement et de dispersion. Un tuple, c'est une séquence de valeurs. Les valeurs peuvent être de tout type et elles sont indexées par des entiers. À cet égard, les tuples ressemblent donc beaucoup aux listes. La différence importante, c'est que les tuples sont immuables. Syntaxiquement, un tuple, c'est une liste de valeurs séparées par des virgules. Si on peut faire T. Bien que ce soit pas nécessaire, il est courant de mettre les tuples entre parenthèses. Si on fait. Pour créer un tuple avec un seul élément, il faut inclure une virgule à la fin. Une valeur entre parenthèses, c'est pas un tuple. Une autre façon de créer un tuple, c'est d'utiliser la fonction interne tuple. Sans aucun argument, elle crée un tuple vide. Si l'argument c'est une séquence, c'est-à-dire une string, une liste ou un tuple, le résultat est un tuple contenant les éléments de la séquence. Donc T. Le mot tuple étant le nom d'une fonction interne, il faut éviter de l'utiliser comme nom de variable. Il y a la majorité des opérateurs de liste qui fonctionnent également sur les tuples, par exemple l'opérateur d'indexation crochet indexe un élément. Si on fait T, il y a aussi l'opérateur de tranche qui sélectionne un ensemble d'éléments. Mais par contre, si on essaie de modifier un des éléments du tuple, on va obtenir une erreur. Comme les tuples sont immuables, on ne peut pas modifier les éléments, mais on peut remplacer un tuple par un autre. Cette instruction, elle crée un nouveau tuple et puis elle fait T sa référence. Les opérateurs relationnels fonctionnent sur les tuples et d'autres séquences. Python commence par comparer le premier élément de chaque séquence. S'ils sont égaux, il passe à l'élément suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve des éléments qui diffèrent. Donc les éléments ultérieurs, ils sont pas considérés même s'ils sont très grands. Si on a par exemple Maintenant, on va parler de l'assignation de tuples. Donc, il est souvent utile d'échanger les valeurs de deux variables. Avec des assignations classiques, on devrait utiliser une variable temporaire. Par exemple, si on voulait invertir une variable A égale 0 et une variable B égale 1, on ferait... Cette solution, elle est lourde. L'assignation de tuples, elle est plus élégante. Donc, si on fait... Le côté gauche de l'assignation est un tuple de variables. Le côté droit, c'est un tuple d'expressions. Chaque valeur est assignée à sa variable respective. Toutes les expressions du côté droit sont évaluées avant toute assignation. Donc, le nombre de variables du côté gauche doit être identique au nombre de valeurs du côté droit. Par exemple, si on fait AB égale 1, 2, 3, on va obtenir une erreur. De façon plus générale, le côté droit peut être tout type de séquence, c'est-à-dire une string, une liste ou un tuple. Par exemple, pour diviser une adresse mail dans un nom d'utilisateur et un nom de domaine, on peut écrire donc la valeur de retour split est une liste de deux éléments. Le premier élément est assigné à un nom utilisateur et le deuxième à domaine. Maintenant, on va parler des tuples comme valeur de retour. Au sens strict, une fonction ne peut renvoyer qu'une seule valeur, mais si la valeur est un tuple, l'effet est le même que de renvoyer des valeurs multiples. Par exemple, si tu veux effectuer une division entière entre deux nombres et calculer le quotient et le reste, il est inefficace de calculer x sur y et puis x modulo y. Donc en fait, il est préférable de calculer les deux en même temps. Donc il y a la fonction interne divmod qui prend deux arguments et qui retourne un tuple de deux valeurs, le quotient et le reste. On peut stocker le résultat comme un tuple. On peut aussi utiliser l'assignation de tuples pour stocker les éléments séparément. Maintenant, je vais écrire un exemple d'une fonction qui retourne un tuple. Donc max et min, ce sont des fonctions internes qui trouvent le plus grand et le plus petit élément d'une séquence. Et donc la fonction min-max que je viens de définir, elle calcule les deux et renvoie un tuple de deux valeurs. On va exécuter le programme pour voir comment ça fonctionne.
Maintenant, on va voir comment on peut servir des tuples pour accepter des arguments à longueur variable. Donc les fonctions, elles peuvent prendre un nombre variable d'arguments. Un nom de paramètre qui commence par un symbole étoile, il assemble les arguments dans un tuple. Par exemple, je vais définir une fonction printall qui prend un nombre quelconque d'arguments et qui les affiche. Donc le paramètre d'assemblage peut avoir un nom quelconque, mais par convention, on l'appelle souvent args. Donc maintenant, on va exécuter le programme pour voir comment ça fonctionne. Il y a le complément de l'assemblage qui est la dispersion. Si on a une séquence de valeurs qu'on souhaite passer à une fonction sous la forme de plusieurs arguments, on peut utiliser l'opérateur étoile. Par exemple, divMod prend exactement 2 arguments, elle ne fonctionne pas sur un tuple. Le complément de l'assemblage, c'est la dispersion. Si tu as une séquence de valeurs et que tu souhaites la passer à une fonction sous forme de plusieurs arguments, tu peux utiliser l'argument étoile. Donc par exemple, divMod prend exactement 2 arguments, elle fonctionne pas avec un tuple si on a t égale. Mais si tu disperses le tuple, cela fonctionne. Il y a beaucoup de fonctions internes qui utilisent des arguments tuples à longueur variable. Par exemple, max et min peuvent prendre un nombre quelconque d'arguments, donc max. Par contre, sum ne le fait pas. Maintenant, comme entraînement, écris une fonction somme-tous qui prend un nombre quelconque d'arguments et renvoie leur somme. Maintenant que tu as fini ça, on va parler de l'interaction entre les listes et les tuples. Donc zip est une fonction interne qui prend 2 ou plusieurs séquences et qui retourne une liste de tuples où chaque tuple contient un élément de chaque séquence. Le nom de la fonction fait allusion à une fermeture éclair, c'est zipper en anglais, qui joint et entrelace 2 rangées dedans. Donc je vais montrer un exemple qui zip une string et une liste. Le résultat, c'est un objet zip qui sait comment parcourir les paires. Donc l'utilisation la plus courante de zip, c'est dans une boucle for. Par exemple, un objet zip, c'est une sorte d'itérateur, c'est-à-dire un objet qui parcourt une séquence. Les itérateurs, ils ressemblent aux listes à certains égards, mais à la différence des listes, on ne peut pas utiliser un index pour sélectionner un élément d'un itérateur. Si on souhaite utiliser des opérateurs et des méthodes de liste, on peut utiliser un objet zip pour faire une liste. Le résultat, c'est une liste de tuples. Donc dans cet exemple, chaque tuple contient un caractère de la chaîne de caractères S et l'élément correspondant de la liste T. Si les séquences n'ont pas la même longueur, le résultat a la longueur de la séquence la plus courte. On peut aussi utiliser l'assignation de tuples dans une boucle for pour parcourir une liste de tuples. Donc à chaque passage dans la boucle, Python sélectionne le prochain tuple dans la liste et assigne les éléments à lettres et nombres. Maintenant, si tu combines zip, for et l'assignation de tuples, tu obtiens une syntaxe utile pour parcourir 2 ou plusieurs séquences en même temps. Par exemple, je vais écrire une fonction A correspondant qui prend 2 séquences T1 et T2 et qui renvoie true s'il existe un index i tel que T1i égale T2i. Maintenant, on va exécuter le programme pour voir comment ça marche. Maintenant, si tu veux parcourir les éléments d'une séquence et de leur index, tu peux utiliser la fonction interne enumerate. Donc, le résultat de enumerate, c'est un objet énumération qui parcourt une séquence de paires. Donc chaque paire contient un indice numéroté à partir de 0 et un élément de la séquence donnée. Donc cet exemple, il affiche à nouveau le même résultat. Maintenant, on va parler de l'interaction entre les dictionnaires et les tuples. Donc, les dictionnaires ont une méthode appelée items qui renvoie une séquence de tuples où chaque tuple est une paire clé-valeur. Si on a par exemple des
Donc le résultat, c'est un objet dict_items qui est un itérateur qui parcourt les paires clés-valeurs et tu peux l'utiliser dans une boucle for, donc comme ça. Donc dans l'autre sens, on peut aussi utiliser une liste de tuples pour initialiser un nouveau dictionnaire. Et il y a une combinaison entre dict et zip qui donne une manière concise de créer un dictionnaire. La méthode de dictionnaire update prend également une liste de tuples et les ajoute en tant que paire clé-valeur à un dictionnaire existant. Donc il est courant d'utiliser les tuples comme clés dans les dictionnaires, principalement parce que on ne peut pas utiliser les listes. Par exemple, un annuaire téléphonique pourrait établir une correspondance entre des paires nom-prénom et des numéros de téléphone. En supposant que nous avions défini nom, prénom et numéro, on pourrait écrire quelque chose comme annuaire nom-prénom égale numéro. Donc l'expression entre crochets, c'est un tuple. On pourrait utiliser l'assignation de tuples pour parcourir ce dictionnaire. Donc on pourrait faire par exemple bien sûr, comme on n'a pas défini d'annuaire, de nom ou de prénom, on ne peut pas le faire. Mais sinon, cette boucle, elle parcourrait les clés de annuaire qui sont des tuples et elle attribuerait les éléments de chaque tuple à nom et à prénom. Et puis elle afficherait le nom et le numéro de téléphone correspondant. Il existe plusieurs manières de représenter les tuples sur un diagramme d'état. Donc la version la plus détaillée, elle montre les index et les éléments de la même manière qu'ils apparaissent dans une liste, par exemple ici. Mais sur un diagramme plus grand, on pourrait vouloir laisser de côté certains détails. Par exemple, sur un diagramme d'annuaire téléphonique comme celui dont on parlait tout à l'heure, ça pourrait ressembler à ça. Ici, les tuples sont représentés en utilisant la syntaxe Python comme un raccourci graphique. Maintenant, on va parler des séquences de séquences. Donc, dans ce chapitre, je me suis concentré sur les listes de tuples, mais presque tous les exemples de ce chapitre fonctionnent également avec des listes de listes, des tuples de tuples et des tuples de listes. Pour éviter d'énumérer toutes les combinaisons possibles, il est parfois plus facile de parler de séquences de séquences. Donc, dans de nombreux contextes, les différents types de séquences, c'est-à-dire les strings, les listes et les tuples, peuvent être utilisés de manière interchangeable. Alors, comment choisir une par rapport à une autre? Pour commencer, le plus évident, les strings sont les plus limités que les autres séquences parce que les éléments doivent être des caractères. Elles sont également immuables. Si on a besoin de la capacité de modifier les caractères d'une string par opposition à la création d'une nouvelle string, on peut plutôt utiliser une liste de caractères. Les listes sont plus utilisées que les tuples, principalement parce qu'elles sont modifiables, mais il existe quelques cas où on pourrait préférer les tuples. Premièrement, dans certains contextes comme une instruction return, il est syntaxiquement plus simple de créer un tuple qu'une liste. Deuxièmement, si on souhaite utiliser une séquence comme une clé de dictionnaire, il faut utiliser un type immuable comme un tuple ou une string. Et troisièmement, si tu passes une séquence comme argument à une fonction, l'utilisation des tuples réduit le risque de comportement inattendu à cause de l'aliasing. Comme les tuples sont immuables, ils ne fournissent pas de méthodes telles que sort et reverse qui modifient les listes existantes, mais Python fournit la fonction interne sorted qui prend une séquence quelconque et renvoie une nouvelle liste avec les mêmes éléments triés, et reversed qui prend une séquence quelconque et qui retourne un itérateur qui parcourt la liste dans l'ordre inverse. Maintenant, comme d'habitude, quelques conseils pour débugger. Donc les listes, les dictionnaires et les tuples sont des exemples de structures de données. Dans ce chapitre, on commence à découvrir les structures composées de données comme les listes de tuples ou alors les dictionnaires qui contiennent des tuples comme clés et des listes comme valeurs. Les structures composées de données, elles sont utiles, mais elles sont sujettes à ce que j'appelle des erreurs de forme, c'est-à-dire des erreurs provenant du fait qu'une structure de données n'a pas le bon type, la bonne taille ou la bonne constitution. Par exemple, si tu t'attends à une liste contenant un nombre entier et que je te donne un simple entier qui ne se trouve pas dans une liste, cela ne fonctionnera pas. Donc pour débugger ce type d'erreur, il est utile d'utiliser la fonction type fréquemment et aussi de garder dans sa tête une idée générale des structures composées de données qui existent dans son programme pour que lorsqu'une erreur survienne, on sache où regarder.